Lors de l'enterrement de ma mère, une atmosphère tendue s'est installée lorsque ma belle-mère est arrivée avec un sourire. Elle a mentionné avec désinvolture que ma maison appartiendrait désormais à son fils. Alors qu'elle explorait les pièces, cherchant celle qu'elle pourrait revendiquer, elle a fait allusion à l'une d'entre elles en disant « Je me demande si cette pièce me conviendrait. » Je l'ai poliment corrigé en lui expliquant que c'était moi qui héritais de la maison. Imperturbable, elle a soutenu que, puisque j'étais mariée à son fils, tout ce que je possédais lui appartenait également. Donc, d'une certaine manière, cette maison est le droit de mon fils, a-t-elle dit en souriant. Son insensibilité à mon deuil était flagrante, alors qu'elle suggérait joyeusement que nous commencions à mieux nous entendre, laissant entendre qu'un déménagement était imminent. Ma frustration grandit à mesure qu'elle semble ignorer mon chagrin. Pourquoi en parler maintenant? Tu ne vois pas que ce n'est pas le moment? Me disais-je. Cette maison, remplie de souvenirs chers à mes parents, se sentait menacée par sa demande déraisonnable. À eu milieu de ces défis, je me suis souvenu de mon parcours. J'ai 44 ans et j'avais presque renoncé au mariage après mes 41 ans. Mais la vie a pris un tournant surprenant lorsque j'ai rencontré Brian, mon mari actuel, de 5 ans mon cadet. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une connaissance commune et il a toujours respecté mes opinions, y compris lors de nos discussions sur le lieu de notre lune de miel. Bien qu'il ait d'abord suggéré l'Europe, il a volontiers accepté ma préférence pour les Maldives lorsque j'en ai parlé. Cependant, des complications sont apparues lorsque mon mari a évoqué le désir de sa mère de vivre avec nous en raison de la santé déclinante de son père. Bien que nous comprenions ces difficultés, nous avions convenu avant le mariage que nous ne vivrions pas ensemble. Je le lui ai rappelé et il a promis d'en discuter avec sa mère. À eu fil de ces échanges, il est apparu clairement que je devais rester ferme pour éviter que la maison familiale ne devienne un bien de plus réclamé par ma belle-mère. Mon mari, conscient de mes préoccupations, a accepté de m'aider à faire en sorte que notre maison reste un sanctuaire, à l'abri des intrusions indésirables. Et la rencontre d'une personne merveilleuse est toujours source de joie. Mais un regret me hante. Mon père est décédé 4 ans avant mon mariage. Il n'a jamais assisté à mon mariage et je n'ai pas pu le rassurer sur mon avenir. Mon père était un cadre discipliné d'une PME. Je l'admirais profondément pour son dévouement et sa capacité à subvenir confortablement aux besoins de notre famille malgré la taille modeste de l'entreprise. Ce respect n'a fait que s'accentuer lorsque j'ai commencé ma carrière en tant qu'employé de bureau et que j'ai compris par moi-même les défis du monde du travail. 3 ans après mon mariage, ma mère est également décédée. Pendant ces moments difficiles, mon mari m'a incroyablement soutenu. Vous allez bien? Vous devriez peut-être vous reposer un peu. Il m'a suggéré de toujours veiller sur moi pendant les funérailles, qui ont eu lieu dans notre maison familiale. Contrairement à de nombreuses funérailles modernes, qui se déroulent dans des établissements. Nous avons passé des heures à la maison pour conserver une touche personnelle. Lors des funérailles de ma mère, j'ai été réconfortée par la présence de mon mari, reconnaissante de sa compréhension et de son attention. Cependant, l'ambiance a changé lorsque ma belle-mère Sandra est arrivée. Elle m'a présenté ses condoléances et je l'ai remerciée. Nos relations étaient cordiales mais distantes, car nous ne vivions pas ensemble et n'avions que des contacts occasionnels. Pendant les funérailles, Sandra s'est approchée de moi et son attitude semblait inhabituellement joyeuse, ce qui me semblait déplacé. Elle m'a remercié d'avoir participé à l'organisation des funérailles, soulignant que tout s'était bien passé grâce à mes efforts. Puis, assez brusquement, elle a dit « L'enterrement est terminé maintenant, n'est-ce pas? Laissons tomber les formalités. » J'ai d'abord été décontenancée, car j'avais cru que sa gentillesse était sincère. Elle a ensuite commencé à faire des commentaires sur la splendeur de la maison. Bien que j'ai protesté contre le manque d'ordre à certains endroits, elle a balayé mes inquiétudes d'un signe de la main en disant « Ne t'occupe pas des détails. » Puis, s'avançant audacieusement dans la maison, elle a déclaré « Mon fils héritera de cette maison. Je me demande si je ne devrais pas prendre cette chambre. » J'ai hésité, essayant de comprendre ses paroles et ses intentions. Mais il était clair que la compassion qu'elle avait manifestée auparavant n'était qu'une façade. Ses véritables intentions,
à savoir revendiquer la maison familiale, était désormais tout à fait évidente. À eu cours d'une conversation tendue au domicile familial, j'ai rappelé à ma belle-mère que c'était moi qui héritais de la propriété. Avec un sourire en coin, elle m'a répondu: « Je sais que vos parents n'ont pas eu d'autres enfants et que les biens d'une femme sont ceux de son mari, n'est-ce pas? Cette maison appartient donc à mon fils, n'est-ce pas ?» Son commentaire m'a exaspéré, car j'ai mis en doute la légitimité de son affirmation. Avec une gaieté troublante, elle a suggéré: « À partir de maintenant, entendons-nous mieux. » Et elle a annoncé avec assurance son intention de transformer l'une des chambres en la sienne. Alarmée, j'ai demandé si cela signifiait que nous allions vivre ensemble. Sans hésiter, elle m'a répondu: « Exactement. Avec une si belle maison, il serait dommage de laisser des pièces vides alors que deux personnes peuvent y vivre confortablement. De plus, je n'aurai pas à m'occuper seule de mon mari. » Cette conversation a eu lieu peu après le décès de ma mère, et l'insensibilité de ma belle-mère n'a fait qu'alimenter ma frustration croissante. Pourquoi faisait-elle de tels commentaires à un moment aussi délicat, à ce moment-là? Mon mari a entendu notre échange et est intervenu. « Maman, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas le bon moment pour de telles discussions. » Il l'a réprimandée. Elle n'a pas bronché et a répliqué: « Pourquoi faire tant d'histoires? Pourquoi faire tant d'histoires ?» Mon mari a fermement insisté pour qu'elle parte et la raccompagner, en s'excusant auprès de moi par la suite. Désolée, ma mère peut être déraisonnable. J'ai apprécié son soutien et lui ai répondu: « C'est bon, merci de t'en occuper. » Cependant, lorsque nous avons commencé à dépasser les funérailles et à discuter de l'avenir de la maison familiale, j'ai remarqué une différence subtile dans l'approche de mon mari. 12 jours après les funérailles, nous avons évoqué la possibilité de déménager de notre appartement exigu. Cet appartement devient trop petit. Ne devrions-nous pas envisager de retourner vivre chez mes parents? Ai-je suggéré. Il a accepté. Oui. Tu as raison. Avec la possibilité d'avoir des enfants et d'avoir besoin de plus d'espace, c'est mieux que de se serrer dans cet endroit minuscule. Mais il a ajouté avec hésitation: « Dans ce cas, nous devrions commencer à préparer le déménagement. » Alors que nous entrions dans les détails du déménagement, il nous a révélé quelque chose d'inattendu. Compte tenu de la maison spacieuse et de toutes les pièces vides, j'ai pensé que mes parents pourraient peut-être emménager avec nous. Stupéfaite, j'ai demandé: « Es-tu en train de suggérer que nous vivions ensemble? » Récemment, j'avais remarqué un changement chez mon mari. Alors qu'il semblait auparavant donner la priorité à mes opinions, je me demandais maintenant s'il était simplement d'accord avec moi sans réfléchir aux implications ou s'il était trop influencé par les souhaits de sa mère. Et sa volonté de s'adapter aux idées de sa mère devenait de plus en plus évidente. Remettant en question ma perception de lui en tant que partenaire solidaire. Et la suggestion de mon mari d'envisager de vivre ensemble m'a fait douter de sa véritable position sur la question. Malgré mes objections claires à la cohabitation, il semblait hésiter, se rangeant souvent du côté de sa mère. N'ai-je pas dit clairement que nous ne voulions pas vivre ensemble? Je le lui rappelais souvent. Sa réponse habituelle était: « Mais maman insiste. » Je lui ai rappelé qu'il lui avait tenu tête à l'enterrement, la confrontant à son comportement inapproprié. Tu t'es alors opposé à la cohabitation, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Il a concédé: « Oui, j'ai été contrarié par son irruption, mais cela ne veut pas dire que je suis complètement opposé à l'idée de vivre ensemble. C'est juste que je ne pensais pas qu'une décision aussi cruciale devait être prise à la hâte lors de l'enterrement. » Bien qu'il ait semblé être d'accord avec ma position dans un premier temps, il est devenu évident que ses penchants s'alignaient davantage sur ceux de sa mère. De plus, il semblait éviter de prendre des décisions définitives, croyant peut-être que le maintien d'une position de neutralité le dispensait de choisir un camp. C'était frustrant. J'y suis fermement opposé à vivre avec quelqu'un qui s'est introduit dans la maison de mes parents pendant les funérailles et qui a prétendu réclamer une chambre, ai-je affirmé. S'il te plaît, assure-toi que ta mère le comprenne, ai-je insisté. À contre-séure, il m'a répondu: « Pourquoi cela te dérange-t-il tant?
D'accord, je le lui ferai savoir. Mon point de vue sur la cohabitation avec ma belle-famille avait changé radicalement après avoir été témoin du comportement de ma belle-mère lors de l'enterrement de ma mère. L'idée de partager avec elle la maison que mon père avait construite, un endroit rempli de souvenirs précieux, était désormais impensable. À cela s'ajoutait le manque de fermeté de mon mari. Lorsqu'il m'a fait part de ma position sur la cohabitation, ma belle-mère m'a directement interpellée en me demandant: pourquoi vous opposez-vous à vivre ensemble dans une maison aussi spacieuse? La femme de votre Brian est maintenant sa femme et son père et moi sommes pratiquement vos parents aussi. Pourquoi une telle opposition? J'ai réitéré mon refus de cohabiter en mentionnant les problèmes de mobilité de mon mari et les difficultés que je rencontre pour me débrouiller seule. Elle m'a accusé de les abandonner, ce à quoi je lui ai rappelé les raisons pratiques dont nous avions déjà discuté. Bien que je compatisse à l'état de santé de mon beau-père, la possibilité d'être submergé de responsabilités si nous devions vivre ensemble se profilait à l'horizon. Si la cohabitation devait être envisagée, une amélioration significative de l'attitude de mon mari et de ma belle-mère à l'égard de mes besoins et de mes limites ne serait pas négociable. Quelques jours après que ma belle-mère m'a traité de sans-cœur, j'ai été surprise de voir mon mari réaménager notre salon. Curieuse, je lui ai demandé: que est-ce que tu fais? C'est pour ranger les cartons de déménagement. Il m'a répondu: non, j'ai l'intention de faire de la place pour 2 lits ici. Et la mention de 2 lits m'a immédiatement fait peur. Prudemment, j'ai demandé: tes parents vont-ils rester? À mon grand désarroi, il m'a répondu: non, ils emménagent aujourd'hui. La nouvelle m'a frappé de plein fouet. Malgré mes objections claires, il semblait que mon mari et ma belle-mère avaient décidé de cohabiter sans mon consentement. Pourquoi cela se produit-il? Ai-je demandé, de plus en plus frustrée. Et elle m'a expliqué: leur bail arrive à échéance. Nous avons donc décidé qu'ils s'installeraient ici au lieu de le renouveler. Nous serons à l'étroit tous les 4, mais nous allons bientôt déménager, n'est-ce pas? Il faut faire avec pour un petit moment. Désemparée, j'ai répété que ce n'était pas ce que je voulais dire. Pourquoi la cohabitation est-elle même à l'ordre du jour? Je l'ai déjà dit, je ne veux pas vivre avec quelqu'un qui a fait irruption dans la maison de mes parents le jour de l'enterrement et a proposé de vivre dans cette pièce. Et elle a promis de parler à sa mère et a ajouté: nous allons vivre ensemble à partir de maintenant, alors s'il vous plaît, essayez de vous entendre. Agacée, j'ai demandé: pourquoi donnais-tu la priorité à tout ce que dit ta mère? Il a tenté de clarifier: il ne s'agit pas de lui donner la priorité. J'ai écouté vos 2 opinions et j'ai fait des jugements. Cependant, il était clair que lorsqu'il s'agissait de ma belle-mère, il semblait incapable de résister à son influence. Croyant qu'il prenait des décisions indépendantes. Je l'avais toujours considéré comme gentil, mais avec ma belle-mère, il est devenu une personne différente, me forçant par inadvertance à vivre dans cette situation indésirable. Alors que nous accueillions mes beaux-parents dans notre appartement déjà exigu, ma belle-mère a commencé à se plaindre des conditions de vie. Je me suis excusée de l'arrivée soudaine de 2 personnes supplémentaires et je leur ai assuré que nous nous débrouillerions jusqu'à ce que nous puissions déménager dans un espace plus grand. Bien que mon beau-père Franck ait semblé poli et que j'espérais qu'il ne poserait pas de problème, il est rapidement apparu qu'il avait tendance à suivre l'exemple de ma belle-mère, se transformant en un autre bénouilloui. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'a demandé de faire une course pour lui acheter un patch médicamenteux. Une petite requête qui s'est néanmoins ajoutée à ma liste croissante de frustration. Alors que mes beaux-parents s'apprêtaient à emménager dans la maison de mes parents, la situation est devenue de plus en plus intenable. Face à la perspective de vivre ensemble sous un même toit, j'ai ressenti le besoin désespéré de prendre le contrôle et de protéger l'héritage de mes parents. Et ma belle-mère était ouvertement enthousiaste à l'idée de déménager, se réjouissant de l'espace et du confort que cela lui apporterait. À son insu, j'avais fait mes propres préparatifs, déterminé à préserver le caractère sacré de la maison de mon enfance. Après une 12aine de jours de calme, j'ai pris une décision radicale. J'ai officiellement renoncé à mon héritage, en obtenant l'autorisation du tribunal de renoncer à mes droits sur la propriété. Lorsque j'ai annoncé cette décision à ma famille,
J'ai expliqué que cette maison avait une immense valeur sentimentale pour moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée que vous y viviez, alors j'ai décidé de la laisser partir, en la gardant comme un beau souvenir dans mon cœur. Ma belle-mère, incrédule, m'a réprimandé. Quelle folie t'as pris? Même si vous n'en vouliez pas, vous auriez pu la vendre pour une bonne somme. Pourquoi l'abandonner? J'ai répondu en gardant mon calme. En le vendant, tu finirais par dépendre de cet argent par la suite. J'ai pensé que ce serait plus clair si je n'avais tout simplement rien à voir avec ça. Elle était furieuse. Nous avons déménagé pour cela. Que est-ce que tu fais? Comment vas-tu te rattraper? J'ai tenu bon, d'une voix ferme. Je me suis toujours opposée à la cohabitation. Vous nous avez imposé cette situation sans véritable discussion? Alors j'ai pris position. Et la révélation de ma renonciation a visiblement ébranlé mon mari et ma belle-mère. Leurs visages ont perdu toute couleur et ils sont restés sans voix. Mon beau-père les regardait, déconcerté par le drame qui se jouait. Poussant la conversation plus loin, je me suis adressée à mon mari. Brian, j'ai pensé à divorcer. Qu'en pensais-tu? Il a bégayé, décontenancé. Un divorce? Avant qu'il n'ait pu formuler davantage ses pensées, ma belle-mère s'est interposée avec agressivité. Brian, tu devrais divorcer immédiatement de cette femme ridicule. Sa demande de divorce était dure mais attendue, et elle a servi de test critique pour voir si mon mari était capable de prendre une décision indépendante dans un moment aussi crucial. Brian marmonna une réponse, ayant encore du mal à articuler sa position. Voyant son hésitation, ma détermination se durcit. Très bien, le divorce semble être la seule option. Déclarai-je. Mon beau-père a tenté d'intervenir. Brian, il n'y a rien à faire. Ta mère insiste. Brian a finalement pris la parole, bien qu'à contre-séure. Tu as l'air de vouloir divorcer toi aussi, et c'est peut-être mieux ainsi. Même à ce moment décisif, il est apparu clairement que mon mari, tout comme son père, était incapable de s'opposer à la volonté dominante de ma belle-mère. Il se pliait toujours à ses désirs et à ses moindres décisions. Lorsque mon mari a proposé le divorce, il a semblé qu'il essayait de le présenter comme une concession à mon profit. Résigné mais déterminé, j'ai déclaré. Très bien, procédons au divorce. J'ai prévu de déménager avec le strict nécessaire. Cette nuit-là, je suis restée dans un hôtel bon marché, sachant que des tâches urgentes m'attendaient. Le lendemain, j'ai pris une demi-journée de travail et je suis retournée au palais de justice pour gérer ses affaires. Quelques jours plus tard, ma belle-mère m'appelle, visiblement très inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il semble que cette maison devienne la vôtre. Pourquoi ce changement soudain? M'a-t-elle demandé, probablement parce qu'elle avait appris la situation lors de la procédure de partage de la succession. Oui, la maison est à moi, ai-je affirmé. Les accusations fusent de son côté. Vous avez falsifié des documents et vous nous avez trompés. J'ai répondu calmement. Pourquoi aurais-je falsifié des documents destinés à être présentés au tribunal? Ils sont authentiques. Alors pourquoi la maison devient-elle la vôtre alors que vous étiez censé renoncer à l'héritage? Elle a insisté. J'ai expliqué que juste après avoir déposé la demande de renonciation, je l'ai retirée. Et la renonciation à un héritage est en effet difficile une fois qu'elle est acceptée, mais il faut compter environ 1 mois pour que la demande soit traitée. Période pendant laquelle elle peut être rétractée. Les documents que j'ai montrés étaient ceux de la phase de demande. J'ai intentionnellement laissé croire que j'avais renoncé à la maison et j'ai utilisé la menace du divorce pour évaluer les réactions et décider de la suite des événements. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère change d'avis, mais j'espérais que mon mari montrerait des signes de refus du divorce. S'il avait exprimé des réticences, j'avais prévu de revenir sur ma décision et de clarifier plus tard la situation concernant la maison. Cependant, les choses ont évolué différemment. Le partage des biens fera donc de la maison la vôtre? Puisqu'elle a été acquise avant le divorce, elle est susceptible d'être partagée, n'est-ce pas? Vous êtes censé la vendre et partager l'argent, n'est-ce pas? Ma belle-mère a raisonné en cherchant à sauver ce qu'elle pouvait de la situation. Cependant,
J'avais anticipé cette situation. Si cette maison avait été acquise conjointement, elle serait en effet considérée comme un bien matrimonial. Mais il s'agit d'un bien dont j'ai hérité et qui n'est pas soumis au partage des biens. J'ai précisé que les biens spécifiques tels que les biens hérités ne sont pas éligibles au partage. Elle a insisté. Qu'en est-il de l'argent qui reviendrait à Brian par le biais du partage des biens? J'ai répondu calmement que nous n'étions mariés que depuis quelques années. Cette courte durée de mariage a encore compliqué ses projets. En effet, plus le mariage est court, moins la division des biens hérités est probable, ce qui me permet de préserver mon droit à la maison. Après ma conversation avec ma belle-mère, où elle m'a qualifié d'égoïste et de sans cœur, je suis resté fermement décidé à protéger la maison familiale. Je protège cette maison parce qu'elle renferme de précieux souvenirs de mes parents. Lui ai-je dit. Je ne veux pas que des gens comme vous y vivent. Si vous avez d'autres plaintes à formuler, passez par un avocat. Après cet échange houleux, la procédure de divorce s'est déroulée plus rapidement que prévu. Il semble que ma belle-mère ait incité mon mari à accélérer la procédure. Indépendamment de ses motivations, le divorce a été prononcé, me libérant du stress permanent lié aux relations avec ma belle-famille. J'ai ressenti un profond soulagement, comme si j'avais réussi à protéger la maison de mon père de toute perturbation potentielle. Après mon départ, mon ex-belle-famille a continué à vivre dans l'appartement où mon ex-mari et moi avions habité. Bien qu'il y ait une personne de moins, l'espace limité a dû sembler encore plus restreint. Mon ex-belle-mère a commencé à chercher de nouvelles conditions de logement. Mais leur âge a posé des problèmes pour passer les tests de location. Mon ex-mari a fini par leur trouver une maison individuelle plus petite. Bien qu'il s'agisse d'un logement de taille inférieure et que le loyer soit probablement plus élevé que celui de l'appartement, ils ont pu disposer de leur propre espace. Il a assumé la responsabilité de subvenir aux besoins de ses parents, en faisant face à un chemin difficile. D'abord ravi à l'idée d'emménager dans la grande maison laissée par mon père, mon ancienne belle-mère a dû se contenter d'une réalité considérablement plus petite et différente, ce qui a dû la décevoir. Quant à moi, j'ai entamé un nouveau chapitre dans la maison que mes parents ont laissée derrière eux. Je m'y sens bien, comme si mes parents étaient encore avec moi, préservant leur héritage et les souvenirs que nous avons partagés. Ce nouveau départ marque un temps de guérison et de réflexion. Une chance d'honorer la mémoire de mes parents dans la paix de leur maison bien-aimée.